Jean Bricmont, bonjour. Jonathan, bonjour. Bienvenue une nouvelle fois sur l'agence Infolib. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes donc physicien, mais aussi essayiste. Vous avez notamment écrit sur la liberté d'expression avec l'un de vos derniers ouvrages, La République des censeurs. Mais vous vous intéressez aussi à l'histoire des ingérences humanitaires et à l'histoire tout court. Et aujourd'hui, on va 6 août, jeudi 6 août 2015, c'est donc le 70e anniversaire du bombardement de la ville d'Hiroshima. Et donc nous avons décidé de vous contacter pour faire un petit point de réinformation historique à ce sujet. Puisque bon, ce qu'on entend à la télé aujourd'hui, c'est oui, Hiroshima, c'était sale, c'était pas bien, mais par contre c'était nécessaire parce que ça a sauvé la vie de centaines de milliers, voire certains disent 1 million de soldats américains. C'est ça qui a mis fin à la guerre, etc., etc. Donc je sais que vous n'êtes pas historien, mais je pense que vous pouvez tout de même nous apporter quelques informations intéressantes à propos de ce bombardement d'Hiroshima, puis de celui du 9 août de Nagasaki. Oui. Donc moi j'ai vécu aux États-Unis et j'ai vraiment connu ce discours justificatif des bombardements d'Hiroshima que vous mentionnez, c'est-à-dire voilà, ça a mis fin à la guerre, c'était tragique, mais voilà. Je sais que ça a été contesté par certains historiens, comme je dis, moi je ne suis pas historien, mais je sais qu'il y a au moins une controverse. Il y a un historien américain qui est assez respecté, c'est pas un complotiste comme on dit, Gerald Horowitz, qui lui a essayé de montrer qu'en fait les raisons du bombardement c'était d'impressionner les soviétiques. Alors il faut remettre dans le contexte de l'époque et comprendre si Hiroshima a vraiment été si crucial que cela. Il y a un article d'ailleurs d'un certain Wilson sur Slate, que je peux vous envoyer la référence, qui aussi met en question ce récit. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que les Soviétiques avaient promis, et c'est les Américains qui leur avaient demandé, d'entrer en guerre 3 mois après la capitulation de l'Allemagne. Donc 3 mois après le 8 mai, ça nous était le 8 août 1945, et ils sont entrés en guerre en Asie contre les positions encore occupées par les Japonais en Mandchourie, etc. Et cette position était rapidement enfoncée par les Soviétiques, puisque les Japonais avaient concentré ce qu'il leur restait de meilleures troupes pour la défense des îles japonaises contre une invasion américaine. Alors moi, je n'ai pas de doute, vu la pugnacité des Japonais dans les îles où ils ont été finalement vaincus, Okinawa, etc., qu'ils auraient défendu leur patrie jusqu'au dernier homme, ça c'est certain. Donc c'est vrai qu'une invasion du Japon aurait été coûteuse. Mais il ne suit pas de là que c'est nécessairement Hiroshima qui a mis fin à la guerre. Parce que ce qui explique cet historien, c'est que les Japonais comptaient sur l'Union soviétique, avec qui ils avaient un traité de paix qui courait jusqu'en 1946 en réalité, pour faire une médiation avec les Américains. Et l'entrée en guerre de l'Union soviétique a détruit cette possibilité. Et en plus, comment dirais-je, ruiner tout espoir militaire, parce qu'ils se trouvent maintenant à combattre sur deux fronts. Ils auraient pu être attaqués, même dans leurs îles, aussi par les Soviétiques. Donc, ça donnait une situation impossible. Alors, il faut se rendre compte que, je crois que presque tout le monde est d'accord avec ça, que le Japon voulait capituler, mais pas sans condition. Les Américains voulaient une capitulation sans condition, et en particulier, une des conditions, c'était de garder l'empereur. Et le résultat des courses, c'est qu'ils ont gardé l'empereur. Il y a encore un empereur au Japon. Il n'a pas le pouvoir qu'il avait, mais il existe encore. Donc, cette condition-là aurait pu être acceptée plutôt que de faire Hiroshima. L'autre chose, c'est que est-ce que Hiroshima a eu un tel poids militaire, un tel poids, ou même un poids psychologique? C'est pas du tout évident, parce que justement, ce qu'on peut montrer, c'est qu'ils n'ont analysé la nature de Hiroshima que vers le 10 août, et c'est le 9 août, donc le même jour que Nagasaki, mais au matin, que le conseil ministériel restreint, on dirait dans nos termes à nous, s'est réuni et a commencé à envisager la possibilité d'accepter la capitulation unilatérale qu'ils ont accepté le 15 août et qui a été signée le 2 septembre, si je me trompe dans les dates. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils ont évidemment accepté cette capitulation, mais est-ce à cause d'Hiroshima ou à cause de l'entrée en guerre des Soviétiques? Ça, c'est pas si clair. L'argument qui plaît pour dire que ce n'est pas Hiroshima, c'est que Hiroshima n'était qu'une ville détruite en plus. 68 villes avaient été bombardées de façon conventionnelle. Tokyo, il y avait un bombardement qui avait plus de morts qu'Hiroshima. Et donc les villes s'effondraient les unes après les autres. Mais dans la mesure où l'armée était encore en place avec la nourriture, des munitions, etc., c'est pas évident qu'une ville en plus, au moins, allait affecter la situation stratégique du Japon. Je pense que les dirigeants japonais ne se préoccupaient pas énormément de leur population civile.
les Américains non plus évidemment. Et donc il y avait c'est une question compliquée. Moi je ne sais pas analyser ça, mais je ne trouve pas ça évident que Hiroshima était la raison. Et alors l'argument massu que j'ai utilisé quand j'étais aux États-Unis et auquel j'ai jamais eu de réponse, c'est pourquoi Nagasaki. Si vous dites qu'Hiroshima a fait capituler le Japon et qu'il a capitulé le 15, pourquoi avait-on besoin de Nagasaki? Est-ce que vraiment Nagasaki allait changer la vie des Japonais si vraiment Hiroshima était une démonstration de force? Et si c'est la possession de l'arme atomique qui était l'essence de la truc, alors on pourrait le faire sur une plus petite ville, on pourrait le faire sur une île déserte, on aurait pu montrer aux Japonais qu'on avait une arme ultime sans nécessairement détruire une ville remplie de civils et qu'il n'avait aucune importance militaire, contrairement à ce qui était prétendu à l'époque. En fait, on peut poser la question pour d'autres bombardements, par exemple Dresde, qui a aussi fait un nombre incalculable de morts, et qui était une ville qui s'est retrouvée en Allemagne de l'Est et donc qui était sur la route des Soviétiques, et qui était aussi une façon possiblement peut-être de montrer aux Soviétiques ce dont les Américains étaient capables, et les Anglais. Parce que de nouveau, Dresde n'avait aucune, c'était une ville pleine de réfugiés, fuyant la guerre, etc. C'était une ville qui n'avait aucune importance militaire ou stratégique, et ces bombardements, en plus, je pense que tous les gens qui ont étudié la question après la guerre se sont rendus compte que les bombardements sur les populations civiles, loin de pousser les populations à se révolter contre leur gouvernement, ne les faisaient que leur faire soutenir jusque leurs troupes et leur gouvernement. Donc, ça n'a aucune rationalité et la question vraiment, c'est une pure hypothèse gratuite de dire « Oh, mais des centaines de milliers de soldats américains qui auraient été tués ». Rien, on n'en sait rien. L'Union soviétique serait entrée en guerre et ils auraient peut-être eu une efficacité telle que le Japon aurait capitulé de toute façon. Donc, c'est vraiment des scénarios qu'on invente pour justifier le militarisme. Et la question que moi j'aurais posée, c'est la question non seulement de Nagasaki, qui pour moi réfute leurs allégations, mais aussi la question de la capitulation inconditionnelle. Parce qu'il y a cette mentalité que je trouve détestable dans le militarisme américain, mais ce n'est pas le seul au monde évidemment, mais c'est l'idée d'une capitulation sans condition. Les Soviétiques étaient contre le fait d'exiger ça de l'Allemagne parce qu'ils pensaient que l'Allemagne allait se battre jusqu'au bout. Et on voit après-guerre qu'en fait, on n'applique pas ces capitulations sans condition parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne a été remilitarisée, elle a été réintégrée dans l'OTAN, dans l'Alliance Atlantique, etc. Et donc, en fait, il n'y a pas eu les conséquences de la capitulation sans condition. Un exemple, si on veut, de capitulation sans condition, ou d'application de ce principe, c'est le traité de Versailles, avec les résultats mirobolants qu'on connaît. Et donc, je pense que cette mentalité jusqu'au boutiste, que nous on est le bien absolu et les autres sont le mal absolu, a mené les Américains à une position qu'ils ont eu vis-à-vis de la Libye, de Yougoslavie, qu'ils ont maintenant vis-à-vis de la Russie, qu'ils ont vis-à-vis de la Syrie. Et je suis en train de relire ou de corriger un livre qui va sortir bientôt en français qui s'appelle, sur Hillary Clinton, qui s'appelle La Reine du Chaos, et qui illustre bien cette mentalité qui est très très forte chez Clinton, dans un livre de Diana Johnson qui va sortir bientôt chez Delga, qui est qui montre très bien cette mentalité horrible qu'il y a chez les dirigeants américains, qui est vraiment la conviction d'être le camp du bien. Et même dans l'histoire du Japon, je veux bien que le Japon impérial a été horrible en Chine et ailleurs, mais même dans le cas du Japon, et même avec Pearl Harbor, etc., il faut se rendre compte que la politique américaine et anglaise vis-à-vis du Japon avant-guerre était une politique extrêmement agressive et tendant à faire une guerre économique par rapport au Japon. Donc, même dans ce conflit-là, les questions sont plus compliquées. Et ce que je déteste dans l'apologie d'Hiroshima et Nagasaki, c'est cette incapacité de se voir tel que les autres nous voient. Et c'est la même chose avec les Palestiniens, c'est la même chose au Moyen-Orient, c'est la même chose avec les Russes, avec les Chinois, etc. Et cet aveuglement complet, c'est cet aveuglement complet qui mène à cette mentalité de reddition sans condition. Et je tiens à souligner que sans qu'ils aient été agressés par la suite, les Américains ont mené une politique complètement criminelle en Asie du Sud-Est, qui a fait des millions de morts au Vietnam, au Laos et au Cambodge, qui ont laissé ces pays de façon totalement dévastée, une politique de soutien à des dictateurs qui a fait des centaines de milliers de morts en Amérique centrale et en Afrique australe, c'est-à-dire de soutien à l'Afrique du Sud et aux pays qui lui auraient été alliés, enfin, ce qu'on appelait la Namibie, qui était le sud-ouest africain à l'époque. Et donc, c'est vraiment une politique. Et au Moyen-Orient, on estime maintenant que la guerre à la terreur a déjà fait 1 million de morts. Enfin, je veux dire, c'est des politiques mais monstrueuses quand on y réfléchit, et où le sentiment de supériorité morale
qui n'est pas un sentiment, qui ne se veut pas un sentiment nationaliste, qui ne se veut pas un sentiment raciste, qui est contraire internationaliste, etc., et qui est fondé sur le fait que nous représentons le camp du bien parce que nous représentons les droits de l'homme, et qu'il n'y a rien d'autre à discuter dans l'histoire que cela, est quelque chose d'absolument dévastateur. Et je pense que c'est cette mentalité-là qui nous a menés à Hiroshima et Nagasaki. Ben, un petit mot de conclusion sur, justement, vous parlez de racisme. Aux États-Unis, pendant la guerre, il y avait une forte discrimination faite à l'encontre des Américains japonais qui étaient même parqués dans des camps de prisonniers, etc. Est-ce que c'est justement ce processus de déshumanisation des Japonais qui les ont amenés à pouvoir se dire, bah voilà, on va tester en Donc ça, conditions réelles nos bombes c'est sur vrai, eux. je pense que la déshumanisation, comme vous dites, des Japs, comme on l'appelait à l'époque, était pire que vis-à-vis des Allemands. Je pense que les Allemands étaient vus comme négativement parce qu'ils étaient nazis, mais pas comment dirais-je, comme être inférieur. Et ça, je pense que vis-à-vis des Asiatiques, la mentalité, je n'ai pas tous mes textes avec moi, mais je pourrais citer des textes sur la Chine, sur le Vietnam, etc. Mais quand je dis qu'ils sont racistes, oui, à l'époque, je pense que personne ne pourrait contester qu'ils étaient ouvertement racistes. Mais si je prends l'idéologie actuelle telle qu'elle est reprise par le discours dominant, alors évidemment, elle est plus ouverte, plus explicitement universaliste, mais il en reste que, pour moi, le problème, c'est effectivement, quand on pense qu'il y a un camp du bien dans l'absolu, un camp du mal dans l'absolu, et que de plus, évidemment, c'est nous le camp du bien, alors ça, c'est pour moi la base du fanatisme, que ce soit basé sur la religion, comme des rigolos, si on peut dire, qui tuent des gens dans les territoires occupés, ou que ce soit basé sur l'idéologie des droits de l'homme, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est le manichéisme, et le manichéisme qui oppose nous et les autres, le bien et le mal, c'est ça le fond du problème. Et je pense qu'évidemment, ça existait dans la guerre, mais évidemment, à l'époque, dans un contexte plus ouvertement raciste, c'est vrai. Très bien. Eh bien, Jean Bricmont, je vous remercie pour Voilà. cette analyse. Merci bien. Et je vous dis à bientôt sur l'Agence Info Libre. À bientôt. Au revoir, Jonathan.